Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cet troisième épisode de notre mois de promotion de la diversification de marché. Donc, je me présente Florent Favrel, directeur du programme Corex à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, le programme Corex, c'est un programme qui existe depuis 2015 pour inspirer, outiller et informer les entreprises québécoises qui ont des visées à l'international. C'est dans ce contexte qu'on a créé le mois de promotion de la diversification de marché des exportations. Et aussi parce que, comme vous le savez, les États-Unis mettent en place ont de plus en plus une attitude protectionniste avec des mesures de plus en plus dures pour nos entreprises. Donc, on voulait vous montrer à travers ce mois différents marchés potentiels, intéressants pour vos entreprises, d'autant plus que le Québec, à travers et le Canada, profite de nombreux accords de libre-échange intéressants donc pour les entreprises. Au programme aujourd'hui, donc, après l'Allemagne, l'Inde, on s'arrête en Asie de l'Est et plus particulièrement sur le marché japonais. Donc, le Japon qui est notre sixième partenaire commercial, troisième destination de nos exportations. On a une balance commerciale défavorable avec le Japon. Donc, on souhaite, par ce webinaire, là, vous montrer les différentes opportunités que vous pouvez saisir. Je voulais aussi vous partager un chiffre, comme on l'a fait pour les événements précédents. Le Japon, en termes de chiffre d'exportation, c'était autant que la Georgie aux États-Unis ou que Terre-Neuve et Labrador au Canada. Donc, des possibilités énormes. Ce matin, on aura la chance de recevoir Chenier Lassalle, donc délégué général du Québec à Tokyo, qui a une très bonne connaissance du pays puisqu'il a occupé divers rôles au cours de sa carrière. Donc, ce sera très intéressant de l'entendre parler du Japon. Après, on recevra Audrey Strel, déléguée commerciale chez Affaires mondiales Canada. Elle va nous parler de l'accord de libre-échange, le PTP-GP. Très intéressant pour nos entreprises. C'est 98% des droits de douane qui sont éliminés à travers cet accord. Donc, un accord à connaître pour vous. Ensuite, on aura la chance d'avoir Olivier Hayes de Citadel qui va nous parler de l'expérience de Citadel sur le marché japonais. Et on terminera par notre panel de discussion avec Daniel Dignard d'Investissement Québec, Nadine Brassard de Commerce International Québec et Audrey Strel du service des délégués commerciaux, qui vont, après ces belles présentations, nous montrer comment l'écosystème d'aide au Québec peut vous accompagner sur les marchés d'Asie de l'Est et du Japon. Avant de commencer, j'aimerais aussi remercier vivement donc, le réseau des chambres de commerce du Québec qui nous a aidés énormément pour la promotion de cet événement. Également, le réseau des ORPEX, nos organismes régionaux des exportations au Québec. On aura, je vous l'avais dit, Nadine Brassard, donc merci à eux pour l'aide, la collaboration dans la promotion. Et évidemment, avant de passer la place à Chenier, j'aimerais aussi remercier les partenaires du programme Corex. Donc, EDC, Exportation et Développement Canada, qui nous accompagne, qui nous soutient depuis nos débuts. Le MRIF, qui nous a beaucoup aidé dans le cadre de cet événement, donc en mettant en avant leurs délégués, puis aussi sur la thématique. Et puis évidemment, BMO, la Banque de Montréal, donc, qui est présentateur de cette série et qui nous soutient également depuis très longtemps. Donc merci à nos partenaires. Et maintenant, je laisserai la parole à Chenier Lassalle pour nous parler du Japon. À toi, Chenier. Bonjour, merci. Merci, Florent. Je vais entrer tout de suite dans la présentation. J'ai peu de temps et tellement de choses à dire. Alors, je vais partager mon écran et j'embarque. J'ai une quinzaine de minutes. Je viens les remplir. Alors, à vos crayons, vos notes, je vais parler très, très vite. Normalement, c'est une présentation que je fais en une quarantaine de minutes, puis j'en ai 20. Alors, Japon, portrait et opportunité. J'ai vécu au Japon 15 ans de ma vie. La première fois que j'y suis allé, c'est en 1994 et j'y suis resté pendant 10 ans. Sur ces 10 années-là, la moitié comme étudiant, puis la dernière moitié, j'ai travaillé pour une maison d'édition au Japon. Ma dernière job avant de rentrer au pays, je travaillais pour Maple Leaf Foods, à des expériences commerciales. Et j'y suis retourné comme diplomate canadien plus tard, en 2016, et là, j'ai passé un autre 5 ans. Alors, on embarque tout de suite. J'aurai l'occasion de parler davantage de… Hop, ça n'avance pas. Quel bouton doit-on peser pour… Ça avance. Un aperçu très, très, très rapide de l'histoire. Le Japon s'est ouvert en 1853. Les Américains ont ouvert le pays par la force avec leur pavillon noir.
Le Japon voyait ce qui arrivait aux autres pays autour de lui qui se faisaient coloniser, a décidé que ça ne lui arriverait pas. Et pour ce faire, il s'est modernisé très, très rapidement. Le fait que ce soit une archipel l'a aidé beaucoup. Et ça teinte un peu encore la personnalité un peu du pays. Alors, ils ont fait venir des professeurs de partout dans le monde, ils se sont modernisés. Et ça a si bien été qu'en 1904-1905, ils font la guerre à la Russie avec de l'équipement qu'ils n'ont pas construit eux-mêmes, acheté aux Anglais ou aux Allemands. Mais la première fois qu'un pays qui n'était pas occidental battait une puissance occidentale à la guerre. Ensuite, peut-être qu'un excès de confiance, ils se sont frottés un peu trop gros cette fois-là, Deuxième Guerre mondiale aux Américains, le pays dévasté, mais c'est reconstruit, une discipline de fer, une force dans l'organisation. Puis dans les années 60, on commençait à avoir des voitures américaines qui entraient sur le marché japonais. Une présence culturelle qui est forte. Puis là, je commence avec un film de Kurosawa en 1954, mais avant ça, même au tournant du siècle, un peu après sa victoire contre la Russie, les estampes japonaises étaient populaires en Occident. Là, je remonte, je travaille un petit peu mon âge, on voit des images du Roi Léo, de Goldorak, de Mario, etc. Il y a un intrus à gauche en bas, c'est Yoko Tsuno, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une présence japonaise assez forte depuis très longtemps. Quelques chiffres rapides, 127 millions d'habitants, donc on parle de une fois et demie l'Allemagne, on parle de 2 fois la France, on parle de 2 fois et demi la Corée. La population, 80 de la population sur 6% du territoire. Le Japon, c'est des montagnes. Là où il y a des grandes plaines, c'est en général là où on trouve les quelques grandes villes, les quelques grandes agglomérations urbaines. Alors, les plus grandes plaines sont celles du Kanto, où se trouve la ville de Tokyo. Tokyo, c'est 35 millions d'habitants. La grande région métropolitaine, c'est 35 millions d'habitants. Croissance démographique négative. C'est le premier pays développé qui est frappé de plein fouet. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Le taux de fertilité dans des pays comme la Corée est beaucoup plus bas que celui du Japon. Puis la population commence à baisser en Chine. Les Chinois risquent de vivre ça avant même d'être devenus riches. L'espérance de vie, 84 ans, très élevée. Les principaux secteurs d'activité, l'agriculture, très petite. On va y revenir. L'industrie, 30 donc très élevé. Ça, c'est en 2017. C'est peut-être un petit peu plus bas maintenant, mais plus élevé que chez nous. Les services sont, comme la plupart des pays développés, les services sont le secteur le plus important de l'activité. Quelque chose que j'ai remarqué, moi, je vous ai dit que j'étais là 1994 à 2004, puis ensuite, j'y suis retourné en 2016. Alors, je vais vous faire pas mal de comparaisons. Le Japon, comme je l'ai vu dans les années 90, puis quand je l'ai revu un peu plus tard, en 2016, comme consul du Canada à Nagoya. Une chose qui m'a frappé tout de suite, c'est le nombre de touristes étrangers. Le tourisme est devenu une industrie très importante au Japon. Puis ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que, les gens autour du Japon dans les pays en Asie sont plus riches et peuvent se payer des voyages au Japon, chose qu'on ne pouvait pas faire quand je suis allé au Japon pour la première fois dans les années 90. Donc, il y a un enrichissement dans le reste de l'Asie dont le Japon bénéficie. Des exemples de population, je l'ai mentionné un peu plus tôt. Là, on compare le Japon et le Canada. 128 millions, 37 millions. Le PNB, 5 000 milliards versus 1 600 milliards. La troisième économie du monde. Puis il y a une dizaine d'années, c'était la deuxième. C'est la Chine qui l'a dépassé, mais la Chine a 10 fois la population. Un PNB par habitant qui ressemble à celui du Canada. Donc, c'est 128 millions de consommateurs qui ont plus, grosso modo, la même richesse et le même pouvoir d'achat que les nôtres. Alors, moi, quand je mentionne ça, j'ajoute tout de suite ce qui fait que le Japon a une économie qui est assez grande pour pouvoir toucher à tous les secteurs. Alors, la réponse en partant, qu'est-ce qu'on peut exporter au Japon? On peut exporter de tout. Évidemment, il y a des nuances à apporter sur la qualité, sur comment cibler, sur nicher son produit, mais le Japon touche à tous les secteurs. Le Japon a une grosse industrie pharmaceutique, le Japon a une industrie aérospatiale, le Japon a peut-être la plus grosse concentration d'industrie automobile sur la planète, etc. Le Japon touche à tout. Donc, je vais revenir avec celui-là. Nos exportations du Québec vers le Japon, le minerai de fer est le numéro 1. Ça, c'est quelque chose qu'on affecte très peu à la délégation.
même chose pour nos collègues du fédéral. 907 millions en 2021. L'année précédente, c'était 500 millions pour vous montrer comment ça peut fluctuer. Donc ça, c'est des marchés qu'on n'affecte pas. C'est parce que le minerai de fer, le Japon ne pouvait plus se procurer d'un certain endroit, aller le chercher ailleurs. Par contre, notre minerai de fer a la réputation d'avoir une certaine qualité qui est bonne. Alors, les Japonais s'en servent pour certains alliages spécialisés. Deuxième grosse exportation, c'est le porc. C'est énorme, le porc. 309 millions en 2021. Ça va baisser en 2022 pour plusieurs raisons. Il y a eu des inondations dans l'ouest du pays qui ont affecté le rail. Il y a eu des grèves, etc. Et puis, notre porc arrive vers le Japon réfrigéré, pas congelé. Le produit congelé, il peut traverser la planète. On peut le garder pendant très longtemps. Le porc réfrigéré et de plus haute qualité, c'est ce que le Québec exporte vers le Japon. Alors, quand les réseaux de distribution sont affectés, on le voit sur nos chiffres assez rapidement. Ensuite, on suit avec des parties d'avions, d'hélicoptères. Je mentionnais que la taille de l'industrie aérospatiale japonaise est environ similaire à celle du Canada, peut-être un petit peu plus petite. Mais les parties d'hélicoptères, bon, c'est ces bels hélicoptères qu'on a au Québec, probablement, qui est l'exportateur. Les fèves de soya, un des gros produits qu'on exporte qui est transformé en tofu ou en natto au Japon. Des turboréacteurs, on parle de Pratt & Whitney. Autre produit, 490 millions, ce qui est énorme. Donc, plein de sociétés québécoises qui exportent ou plein d'industries qui exportent parfois 25-30 millions. On parle du sirop d'érable, c'est 25-30 millions, si je me rappelle bien. Puis là, on a plein de sociétés qui exportent 1, 2, 3, 4, 5, 6 millions vers le Japon, donc qui font des affaires intéressantes dans le pays. Du côté des exportations vers le Japon, il n'y a pas de surprise, on s'y attend, des automobiles, des pelles mécaniques, des accessoires d'automobile, des pneus, des circuits imprimés, d'autres produits. Investissement japonais important au Québec, Bridgestone, à Joliette, plus de 1000 employés, on parle de pneus. Toyota Gosei qui fabrique du caoutchouc qu'on met autour des portes pour les imperméabiliser. Le gros de l'industrie japonaise établie au Canada, c'est dans le sud de l'Ontario, mais on a quelques petits morceaux qui se retrouvent au Québec. Présence québécoise au Japon, Olimel, Moment Factory, donc le multimédia est gros. Puis on voit à la délégation, puis c'est la même chose pour nos collègues à l'ambassade, mais on voit beaucoup de gens à la délégation qui travaillent dans ce domaine-là. Des gros comme Moment Factory qui ont même établi un bureau ici, qui ont des employés, et aussi des plus petits qui, eux, viennent chercher des contrats, mais qui sont parfois des habitués du Japon. Cerveau robot, on pense Japon quand on pense de robots industriels, mais le Québec a un fabricant de robots industriels qui a un bureau au Japon. Donc, ça aussi, c'est un peu une nouvelle étape d'avoir des bureaux au Japon. Avant, bon, on pouvait avoir un agent, on pouvait peut-être faire affaire avec un trading house, une maison de commerce, mais d'ouvrir des bureaux, ça commence à être possible et on en voit de plus en plus. Laserax a une présence ici. Je pense soit ils engagent quelqu'un, ils ont un agent. Si je ne me trompe pas, ils ont engagé quelqu'un. Bon, ça, c'est moi en 1994 et moi en 2016. En 1994, j'étais étudiant. J'avais fait mon droit, puis là, j'arrivais au Japon pour continuer mes études, surtout en japonais, puis éventuellement pour faire une maîtrise. 2016, j'y suis retourné comme consul du Canada. C'est là que je vais faire des comparaisons entre ce que j'ai vu avant et ce que j'ai vu après. En 1994, quand j'étais là, la bulle économique japonaise, puis ceux qui ont mon âge ou plus vieux, puis peut-être un petit peu plus jeunes, se rappellent, dans les années 80, on parlait du Japon un peu comme on parlait tout récemment, et peut-être encore, de la Chine, là, comme le pays qui allait tout rafler puis qui allait être le grand vainqueur de la guerre économique. Alors, tout le monde parlait du Japon de cette façon-là. Et alors, cette période-là, on l'appelle une bulle économique parce qu'il y a eu une surenchère des valeurs immobilières, l'immobilier, par exemple, un mètre carré à Ginza, qui est un quartier cossu de Tokyo. C'est le mètre carré le plus cher sur la planète. Le palais de l'empereur, qui est un gros parc, finalement, en plein cœur de Tokyo, valait plus que certains États américains. Ce n'est plus le cas. C'est du terrain qui vaut encore très cher, mais ce n'est plus la folie que c'était. Alors, cette bulle-là avait éclaté. Quand je suis arrivé en 1994, le yen valait, pour $1 canadien, on avait 70 yens japonais. Puis avertissez-moi si je dépasse mes 20 minutes, parce que quand je m'embarque, je parle. Le salaire d'un prof d'anglais était environ 2500 yens de l'heure, donc ça donnait 30-35 $ canadiens de l'heure.
Pour quelqu'un dans les années 90, c'était beaucoup d'argent. Alors, c'est ce que j'ai fait comme travail pendant une année. Après une année d'études au Japon, j'ai enseigné. Alors, c'est pour vous dire comment on gagnait bien sa vie. La situation de l'emploi était difficile. C'est difficile pour les Japonais de trouver des jobs. Il n'y en avait pas tant que ça. Là, en ce moment, ce qui a changé, c'est que le salaire d'un prof d'anglais, c'est le même. Il y a eu une le 2500 $, c'est à peu près ce qu'on retrouve pour un professeur d'anglais sur le marché japonais en ce moment, en 2023. Il y a il y a une stagnation économique. Puis un rattrapage de d'autres pays, là, mais une stagnation. Ils partaient de haut, mais ils sont restés là, puis les autres les ont rattrapés ou dépassés d'une certaine façon. Le pays reste extrêmement riche. Vous mentionnez, c'est 125 millions de consommateurs aussi riches que nous. Mais pendant quelques années, le salaire moyen était beaucoup plus élevé au Japon. Maintenant, il ressemble à celui du Canada. Un autre exemple que je vous donne, en 1999, moi, mes beaux-parents, ma femme est japonaise, leur maison à Nagoya, qui est une ville industrielle Toyota, est à Nagoya, valait 450 000 $. Elle en vaut encore 450 000 25 ans plus tard. Une maison dans un quartier de Montréal qui en valait 450 000 en 99 en vaut minimum le double, si ce n'est pas le triple de nos jours. C'est pour vous donner des exemples un peu de l'environnement au Japon. Le Japon, à l'époque, en 1999, était encore fort en électronique. Ces grands champions comme Sony, Sharp faisaient encore des télévisions. Ça, c'est un marché où on les retrouve presque plus. Maintenant, c'est les Chinois et les Coréens qui s'en emparent. Puis il va probablement se passer la même chose avec les Coréens. Ça va passer à quelqu'un qui va le faire un petit peu moins cher, puis aussi bon, ou presque aussi bon. Le Japon se concentre sur des marchés encore très nichés. Certaines pièces des télévisions coréennes ou des télévisions chinoises ne peuvent seulement être faites au Japon. Donc, ils ont, comme bien les économies, ils sont allés en haut dans l'échelle de production. Puis certaines pièces là, qui sont extrêmement compliquées ou sensibles à faire, c'est encore au Japon qu'on les fait. Mais le produit lui-même, c'est quelqu'un d'autre qui les fait moins cher. La R&D, puis ça, c'est un point important que je mentionne, puis c'est pour peut-être plusieurs d'entre vous qui m'écoutez. La R&D était faite surtout à l'interne en 1999 quand j'étais là. Alors, des sociétés comme Toyota avaient des budgets de R&D énormes et quand ils travaillaient pour développer un nouveau produit, un nouveau frein, un nouveau système de direction, quoi que ce soit, ou un nouveau type de moteur, toute la recherche était faite à l'interne. Quand je suis arrivé en 2016, puis j'étais à Nagoya, donc j'étais en plein cœur du Japon industriel, du pays de Toyota. Toyota est à Nagoya. C'est des gens que j'ai rencontrés dès le début. Puis j'ai remarqué une ouverture à rencontrer des sociétés qui avaient quelque chose d'intéressant, même des jeunes sociétés, des jeunes pousses presque, parfois à des étapes très tôt. Les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Bref, ce que Toyota pouvait faire seulement à l'interne, maintenant, avec les avancées rapides des TIC, de toutes les nouvelles technologies, du nouveau développement, de la nouvelle orientation du développement des voitures, ça va tellement vite qu'ils ne peuvent pas se permettre de juste le faire à l'interne. Ils avaient parfois des bureaux en Californie, puis même avec leur bureau en Californie et leur bureau de recherche au Japon, c'est plus suffisant. La porte s'ouvre. Si vous avez quelque chose d'intéressant, pas n'importe quoi, hein, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des sociétés comme Nissan, Toyota, Subaru, Honda, etc., que ce l'était avant. Une autre chose, à l'époque, on voyait quelques étrangers dans les usines. Maintenant, avec le vieillissement de la population, dans beaucoup d'usines japonaises, on voit beaucoup d'étrangers. Des tendances et des opportunités. Le vieillissement de la population que j'ai mentionné, puis à gauche, il y a des exemples du taux de fécondité. Le taux de fécondité est très bas, mais pas catastrophique comme dans d'autres pays d'Asie. Par exemple, en Corée, je pense que c'est 0,9. C'est même pas un enfant par femme. Alors, comme je vous disais, l'économie est énorme. C'est 125 millions de consommateurs riches comme nous, avec des industries présentes un peu partout, une industrie pharmaceutique, une industrie aérospatiale. Alors, ceux qui ont des produits qui s'adressent aux problèmes qui accompagnent le vieillissement vont trouver une oreille attentive au Japon.
et de l'argent qui peut venir avec, parce que c'est un pays de 125 millions. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui veut partir en affaires peut-être avec votre idée ou avec vous comme partenaire au Japon pour s'attaquer à certains de ces problèmes-là. Des exemples de choses que j'ai faites quand j'étais à Nagoya, la construction de résidences de l'âge d'or. Il y a énormément de résidences de l'âge d'or qui doivent se construire. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'encourager l'industrie japonaise à construire avec du bois. Parce que quand on bâtit avec dans des maisons de type 2 par 4, en général, c'est avec du bois importé. Alors, ça pouvait augmenter nos exportations de bois. Le diagnostic à distance pour permettre de prendre soin de plus de patients avec un médecin qui est à Tokyo, puis son patient est quelque part dans une petite ville de campagne où c'est plus difficile de servir les gens. Ce sont des technologies auxquelles les Japonais sont intéressés, le dépistage précoce de maladies. Moi, je me rappelle, j'ai vu passer dans mon bureau quand j'étais à Nagoya, quelqu'un qui proposait une solution, qui scrutait le derrière de l'œil et les veines, les réseaux de veines pour essayer de prédire la maladie d'Alzheimer. Ils ont trouvé des investisseurs japonais. Ce n'est pas seulement des clients, des fois, ça peut être des investisseurs qui sont là si le produit est prometteur. Encore là, c'est ça, on peut trouver une oreille attentive. Quand on a quelque chose d'intéressant, des traitements pour le cancer et des maladies dégénératives, on trouve une oreille attentive. Un autre exemple que je donnais, c'était les tendances et opportunités, le vieillissement de la population. Les dépanneurs japonais, quand j'étais là dans les années 90, c'était souvent papa, maman japonais, une famille japonaise qui gérait le magasin. Maintenant, c'est des employés, des étrangers, des étudiants étrangers qu'on emploie dans ces endroits-là. Alors, il y a des opportunités pour tout ce qui est automatisation puis de réduction d'utilisation de personnel. L'automatisation industrielle, il y a du potentiel. L'intégration des immigrants, ça, je ne sais pas si on peut en faire un commerce, mais c'est quelque chose auquel les Japonais ne sont pas toujours habitués. Par contre, nous, on gère la différence depuis très longtemps. Alors, il y a peut-être des opportunités pour peut-être des conseillers, ou des industries qui s'adressent à ce genre de problème-là. Automatisation industrielle, je pensais de l'industrie 4.0. Ce que j'ai vu, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier des problèmes dans des lignes de production japonaises. Puis l'exemple que j'ai eu, c'était une société qui proposait l'intelligence artificielle pour identifier des problèmes de production pour des transmissions. Puis, évidemment, il s'en fait encore au Japon. Éventuellement, il ne s'en fera plus si ça devient tout électrique, mais pour les 15-20 prochaines années, il y en a. Puis, un problème avec une transmission, ça peut coûter très, très cher aux manufacturiers. Alors, s'il peut éliminer les incidences de défauts de fabrication de 0,01 à 0,001, c'est une fortune qui peut économiser en remplacement de pièces. Alors, ce que ce fabricant, ce fournisseur canadien offrait, c'était de l'analyse avec l'intelligence artificielle de toutes les données qu'on peut obtenir par les senseurs qui sont sur une chaîne de production pour trouver des anomalies puis suggérer des heures où peut-être il y aura un problème avec des pièces. Puis ça c'est des gens qui ont pu rencontrer Toyota, qui ont pu rencontrer Aishin, un fabricant de transmission, etc., et d'autres personnes assez facilement. C'est des exemples de solutions pour lesquelles les portes sont faciles à ouvrir. Je parlais du tourisme plus tard. 32 millions d'étrangers ont visité le Japon en 2019. Avant, l'image, pour ceux de ma génération, c'est des Japonais qui visitaient l'Occident. C'est encore le cas. Les Japonais sont encore des très grands voyageurs. Par contre, depuis 2018 ou 2019, c'est récent, le nombre d'entrées dans le pays a dépassé le nombre de sorties. Je vous en parlais un petit peu plus tôt dans la présentation. Il y a beaucoup de gens, c'est surtout la Chine, là, moins, parce qu'ils sont encore en train de gérer la COVID après tout le monde. Mais c'est surtout des Chinois, mais ce n'était pas uniquement des Chinois. Il y a des Coréens, des gens de l'Asie du Sud-Est aussi, la classe moyenne d'Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande. Pas tout le monde, mais certains là, qui ont un petit peu plus d'argent peuvent se permettre maintenant des voyages au Japon. Alors, c'est une industrie que le Japon sert, qui est devenue très importante, mais parfois avec des partenaires qui peuvent venir du Québec. Des gens comme Moment Factory ou Thinkwell, etc., ou les 7 doigts peuvent travailler potentiellement avec des gens qui gèrent soit des parcs d'attractions ou des salles de spectacle au Japon pour divertir ces personnes-là. Puis 32 millions d'étrangers qui visitent, c'est 32 millions de bouches à nourrir.
Alors, c'est encore des bonnes affaires pour nos exportateurs de produits agroalimentaires. Puis le Japon, en partant, avant même qu'on considère les touristes, importe environ 62 ou 63% de ses besoins caloriques. Son autosuffisance est seulement de 37%. Je pense qu'au Québec, on est en haut de 50%. Alors, je mentionne construction d'hôtels, agroalimentaire, industrie créative. Je mentionne qu'il y a un gros parc de Ghibli, les films Ghibli qui vient d'ouvrir à Nagoya, puis je ne le trouve pas particulièrement intéressant. Il est joli pour les fans, mais il manque d'interactivité. Ça, c'est quelque chose. Je rementionne, je pense que Florent se voit apparaître. Il me reste combien de temps? Tu me donnes combien de temps pour finir? 3 minutes, ce serait idéal. Merci beaucoup, Combien? Chénier. 3 minutes, je sais que c'est un… Parfait, je vais y aller encore plus vite que ce que je faisais Excellent. avant. Merci beaucoup. J'ai mentionné l'autosuffisance alimentaire, je n'y reviens plus. La filière batterie, énorme. Toutes les technologies associées à la batterie, au développement, la direction de l'industrie automobile, c'est l'électrification, c'est l'automatisation. Des technologies qui touchent à ça, la porte est ouverte. La traçabilité est devenue importante. Et puis les Japonais ne sont pas toujours les leaders dans ces mouvements-là, mais ils le perçoivent, ils le sentent. Alors, des sociétés comme Optel sont déjà actives au Japon, mais des technologies similaires, les Japonais vont être intéressés. J'ai mentionné le contrôle de la qualité plus tôt quand j'ai mentionné l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les lignes de production japonaises. Je me répète un peu l'éthique, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique. Les Japonais ne comprennent pas, mais ils savent qu'ils doivent avoir un pied là-dedans. Tous les Japonais ne comprennent pas. Ils sont actifs. Comme je vous disais, c'est une économie qui touche à tout. Et leurs grands champions industriels ont déjà un pied là-dedans, mais on peut générer de l'intérêt autour de logiciels et de solutions quantiques déjà quand on se pointe au Japon. Comme chez nous, il y a des accélérateurs, des incubateurs pour des sociétés qui sont très, très jeunes et on peut y trouver du capital de risque. J'ai mentionné le jeu vidéo, je vais sauter. La délégation générale, 16 personnes. 16 employés, 3 Québécois qui sont envoyés au Japon. Le reste, c'est des gens qui sont des Japonais qu'on engage sur place pour leur réseau. On a un agent qui couvre les TIC, un attaché qui couvre l'industrie culturelle, on a un attaché qui couvre les sciences de la vie, l'agroalimentaire, etc. Et c'est en parlant à ces gens-là qu'on décide d'une stratégie d'entrée. La langue et la culture, c'est un énorme mur, mais il y a plein de façons selon la taille et la grandeur de la société qui pense entrer dans le marché. C'est très rare pour quelqu'un d'établir un bureau directement au Japon. En général, on va passer soit par un agent, possiblement par un trading house, qui est une société qui gère un portefeuille de clients étrangers et qui les sert dans le marché. La vente directe par Internet est devenue possible pour certains produits. Puis ça peut être intéressant pour certaines petites sociétés. Peut-être avec un petit coup de main de gens qui connaissent un peu comment parler aux Japonais, ça peut être une possibilité. Puis là, je reviens avec le thème de l'accélérateur et des incubateurs. Je pense que j'ai peu de temps. Le trading house, il faut choisir son partenaire parce que le branding et la hiérarchie est importante. Alors, si on choisit mal son partenaire, ça peut hypothéquer nos chances de réussir dans le marché. C'est là que le rôle de la délégation peut devenir important parce qu'on connaît le marché et on connaît les joueurs. C'est ça. Des grandes foires commerciales, ça, je pourrais faire un suivi. Vous aurez la présentation. Foodex, c'est la grosse foire alimentaire qui vient de se terminer. Le Japan Society of Automobile Engineers en mai, c'est automobile. Bio-Japan, on parle de sciences de la vie. Puis ça peut toucher des secteurs de l'innovation par l'éthique aussi, la science de la vie dans le sens large. Aeromart Nagoya, qui tous les 2 ans, qui est leur gros show, leur grosse foire dans l'aérospatiale. Alors, je termine en disant qu'il n'y a jamais un meilleur moment. Puis je pense que tous les délégués commerciaux vont dire ça sur leur marché, mais dans le cas du Japon, c'est vrai. J'ai mentionné le fait qu'il y a une ouverture parce que les choses vont tellement vite dans les secteurs très importants pour le Japon, comme l'automobile. Il y a une ouverture comme il n'y en a jamais eu. Puis côté alimentaire, le Japon va rester très dépendant pour les importations. Puis côté avenir, le Québec est déjà bien placé dans des domaines qui les intéressent et qui sont d'avenir, comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Alors, je vais m'arrêter là. Les opportunités sont là, puis ça va me faire plaisir de répondre aux questions du groupe s'il y en a. Merci infiniment, Chénier, pour c'est une présentation absolument passionnante et je pense que les auditeurs ont aimé.
on voit aussi que tu es passionné par le marché japonais. Moi, j'aurais une question à te poser qui va sûrement intéresser beaucoup de gens. On sait que le Québec a d'immenses problèmes de main-d'œuvre. Le Japon, j'ai l'impression qu'ils sont à l'étape d'après avec une pyramide des âges encore plus portée vers les populations vieillissantes et une fécondité très basse. Quelles sont les solutions mises en œuvre par le Japon pour pallier à ça? Et je te demanderai encore le défi de répondre à cette question en un temps record. Merci beaucoup. Ils sont confrontés au même problème. Est-ce que ce serait mentir de dire qu'ils ont trouvé une solution. C'est l'automatisation est importante. On peut voir, par exemple, au détail, on envoie chez nous aussi des comptoirs où, par exemple, on passe sa propre commande sur un scanner et on paye soi-même sans passer par une caissière. Des solutions similaires, on en voit peut-être un petit peu plus que chez nous au Japon. Mais sinon, en entreprise, c'est souvent des étrangers qui font venir, quand on parle de manufacture, d'industrie, il y a de plus en plus d'étrangers dans leurs usines. Donc, leur solution ressemble un peu aux nôtres. Bon, effectivement. Merci infiniment, Chénier. On vous partagera la présentation, ça vous permettra de regarder plus en détail les différents éléments. Maintenant, pour respecter notre horaire, j'inviterai Audrey Strel, donc déléguée commerciale chez Affaires mondiales, qui va nous parler donc de l'accord de libre-échange dont vous pouvez profiter en abordant le Japon, puis d'autres pays de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Donc, Audrey, c'est à toi. Oui, donc je vais partager mon écran. Est-ce qu'on voit? Pas encore. Ah non? OK, bon, tantôt on voyait. Non? Non, pas pour l'instant. Patrick, peut-être si tu veux partager la présentation, ça sera plus simple. C'est bon, Audrey, on a la présentation. Parfait, super. Bon, mais désolé pour ça. Donc oui, en effet, comment profiter de l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, communément appelé le PTPGP. Inquiétez-vous pas si vous vous mélangez dans le nom. Alors, premièrement, un petit survol des accords de libre-échange du Canada. Donc, le Canada a ratifié 15 accords de libre-échange avec plus de 50 pays, ce qui donne accès aux Canadiens à 1,5 milliard de consommateurs potentiels. Je tiens à préciser qu'un des gros avantages qu'on a, c'est que le Canada est le seul pays du G7 à avoir des accords qui sont en vigueur avec l'ensemble des pays du G7. Donc, les grands principes de tous les accords de libre-échange sont le principe de non-discrimination, de transparence, de règles prévisibles et d'accès préférentiel. Donc, vous avez le droit au même traitement, accès au même traitement que les entreprises nationales, un principe de transparence que vous avez accès aux règles de façon transparente dans le marché local, règles prévisibles, donc vous savez à quoi vous attendre, et un accès préférentiel qui est lié, dans le fond, aux tarifs qui sont éliminés ou réduits dépendamment de c'est quoi, mais comme le disait Florent, dans le cas du PTPGP, c'est 98% des tarifs qui ont été éliminés. On peut changer. Donc, pour le PTPGP, en effet, 500 millions de consommateurs, dont je crois que c'est 150 que Chénier avait dit au Japon, précisément. Ensuite, PIB de près de 12 milliards de dollars. Ça inclut 11 pays, dont le Canada et le Japon. En ce moment, 10 sont ratifiés, donc il y a seulement le Brunei qui ne fait pas encore officiellement partie du PTPGP, qu'on ne peut pas utiliser le PTPGP pour exporter au Brunei, mais pour le Japon, il n'y a pas de problème. Ils ont ratifié, donc c'est mis en place. On peut changer la présentation. Donc, comment le PTPGP peut aider, vous aider en fait et aider les exportateurs canadiens? Comme le dit Florent encore, on élimine 98% des tarifs douaniers. Vous avez un petit peu d'exemples à la droite.
ce qui fait en sorte que vous avez un bel avantage compétitif sur certains de vos concurrents qui seraient situés dans des pays où il n'y a pas d'accord de libre-échange avec le Japon. Donc, vous avez peut-être un petit jeu au niveau du prix, justement, que vous pouvez jouer étant donné que vous n'avez pas ce pourcentage-là d'importation à payer. On offre aussi, évidemment, beaucoup d'avantages pour le secteur des services, incluant le commerce électronique, dans le fond, que c'est le premier accord à aborder de manière substantielle, le PTPGP, les restrictions sur les transferts transfrontaliers d'informations. Important de se rappeler, par contre, si vous êtes dans le secteur du commerce électronique et vous recueillez des informations sur les données personnelles des gens, principalement le Japon, ont des règles très, très strictes sur ça. Et donc, vous devez de respecter les règles locales, un peu comme, dans le fond, vous le feriez en Europe depuis qu'ils ont instauré aussi des règles un peu plus strictes. Donc, c'est important à prévoir dans votre stratégie que de respecter les lois dans chacun des pays sur les données personnelles des gens. Sinon, ben, le PTPGP, dans le fond, accès au marché public, vous pouvez accéder au marché public japonais. Il y a des sites web, dans le fond, pour chacun des pays. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un bureau local pour accéder au marché public. Vous avez droit au traitement national, dans le fond, avec l'accord de libre-échange, l'élimination des droits de douane, des procédures douanières qui sont simplifiées, puis une amélioration de la mobilité de la main-d'œuvre. Et je vais y revenir un peu plus tard. Donc, on peut changer. Donc, comment ça fonctionne, l'élimination des droits de douane lors de l'exportation des marchandises? Bien, il y a 4 étapes à faire, dans le fond, avant d'être à la 5e, qui est l'exportation. Donc, vous devez déterminer votre classement tarifaire. Vous saurez peut-être, c'est le code HS, dans le fond. SH en français, mais bon. Vous saurez peut-être que les 6 premiers chiffres sont harmonisés à travers le monde, à travers les pays membres de l'OMC. Donc, les 6 premiers chiffres sont harmonisés et ensuite, chacun des pays peut ajouter des chiffres qui lui sont propres par la suite. Donc, le code SH que vous utilisez pour les États-Unis, ça ne sera pas le même que vous allez utiliser pour le Japon. Donc, c'est important de déterminer c'est quoi le code SH de votre produit pour le pays vers lequel vous voulez exporter. Pour ça, c'est possible d'aller voir le site web que j'ai mis sur ma diapositive, Info Tarif Canada. Vous pouvez sélectionner le pays avec lequel on a un accord de libre-échange, entrer les 6 premiers chiffres qui est harmonisé, par exemple, et ensuite aller fouiller pour savoir c'est quoi exactement votre code HS pour le Japon. Ensuite, déterminer la préférence tarifaire. Donc, une fois que vous avez votre code HS, bien, vous allez savoir c'est quoi le tarif douanier qui est encore appliqué ou qui est en voie d'être. Dans le fond, il y avait aussi une période de temps que les tarifs douaniers sur certains produits diminuaient. Ou, dans le fond, déterminer c'est quoi le tarif préférentiel qui est appliqué pour les autres pays. Donc, savoir c'est quoi votre avantage concurrentiel si le vôtre est rendu à 0, dans le fond, grâce à l'accord de libre-échange. Ensuite, pour tous les accords de libre-échange, dans le fond, ça s'applique uniquement si vous respectez les règles d'origine. Donc, votre produit doit avoir une valeur canadienne ou encore une valeur qui est propre, dans le fond, dans les autres pays membres de l'accord, assez grande pour pouvoir bénéficier de l'accord de libre-échange. Donc, par exemple, si vous importez un T-shirt blanc de la Chine et vous voulez réexporter ce même T-shirt blanc, bien là, vous n'allez pas vous conformer aux règles d'origine. Par contre, si vous importez du tissu blanc de la Chine et que ici vous le transformez en T-shirt blanc, ben là, vous allez respecter les règles d'origine parce qu'il y a une transformation du produit assez importante. Par contre, dans le cas du PTPGP, si vous faites fabriquer votre produit en entièreté au Vietnam, ben là, vous pouvez l'importer au Canada sans frais de douane, étant donné à cause de l'accord de libre-échange. Et ensuite, vous pouvez le réexporter au Japon aussi en bénéficiant du PTPGP, étant donné que le Vietnam et le Japon font partie de l'accord.
Mais par contre, vous ne pourrez pas utiliser l'accord de libre-échange avec l'Europe ou encore l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Nord, étant donné que là, votre produit est fabriqué dans un pays qui n'est pas membre de ces deux autres accords-là. Donc, ça, c'est pour les règles d'origine. Ensuite, quand on est rendu à exporter, il faut demander un traitement préférentiel, dans le fond, lors de l'exportation et envoyer le certificat d'origine. Et là, on est prêt à exporter. Donc, mon conseil principal, c'est faites affaire avec un courtier en douane qui, lui, saura exactement les documents que vous devez remplir, l'information que vous devez remplir pour faciliter ensuite à la douane le traitement de votre produit et qui passe facilement les douanes. Un autre moyen aussi que vous pouvez travailler avec votre courtier en douane est ce qu'on appelle les décisions anticipées qui sont possibles grâce aux accords de libre-échange. Donc, vous demandez, vous envoyez l'information sur votre produit, vous envoyez l'information avec le certificat d'origine, le code HS et tout. Eux, ils vont l'étudier et ils peuvent rendre une décision à l'intérieur de 150 jours. Et la décision qu'ils rendent se doit d'être respectée par la suite lorsque vous allez exporter votre produit. Donc, cette décision-là douanière anticipée fait partie de vos papiers lorsque vous exportez votre produit et rendu dans le pays importateur, ils se doivent de respecter la décision qu'ils ont prise dans le passé. Donc, si vous avez le temps de le faire avant votre première exportation, c'est toujours bien parce que ça vous assure après ça un passage aux douanes qui est facilité. Et ça, il faut le demander pour chaque pays dans lequel on exporte. Donc, des marchés plus transparents et plus prévisibles pour l'exportation de vos services. Donc, comme je disais, une obligation de non-discrimination. Donc, on se doit d'avoir le traitement national. Aucune présence locale est requise pour pouvoir en bénéficier. Un engagement en matière d'accès au marché, des règles qui sont plus faciles à comprendre, souvent plus accessibles grâce aux accords de libre-échange. Et dans le fond, il y a aussi des listes exhaustives de réservations que chaque pays peut avoir, principalement pour l'accès au marché public, dans le fond. Donc, ils sont retirés de l'accord. Par exemple, au Canada, on a ce qui fait partie de nos listes exhaustives, c'est tout ce qui est relatif au domaine de la santé et à l'éducation publique, étant donné que c'est des compétences provinciales. Donc, le Canada ne fait pas inclure ces domaines-là, dans le fond, dans l'accès au marché public. Et on peut avoir des cas similaires dans les autres pays. On peut changer. Donc, la mobilité des gens d'affaires, ce qui est quand même, je sais, un sujet assez important et intéressant. Donc, les accords de libre-échange, incluant le PTP-GP, ont tout le temps un chapitre sur la mobilité à court terme des gens d'affaires pour faciliter justement une entreprise qui voudrait aller soit visiter un marché pour, dans le fond, développer des affaires, soit envoyer certains de ses techniciens pour installer un produit qui aurait vendu ou pour faire de la maintenance ou pour répondre à un besoin, dans le fond, d'après-vente. Donc, la mobilité est facilitée grâce aux accords de libre-échange, mais je tiens à préciser que les règles d'immigration restent en vigueur. Donc, si vous avez besoin d'un visa, vous allez tout de même avoir besoin d'un visa et vous devez tout de même prévoir le temps nécessaire pour l'obtention de ce visa-là. Donc, oui, c'est facilité, mais les règles d'immigration ne sont pas différentes parce qu'on a un accord de libre-échange avec le marché. On peut changer là. Donc, l'accès au marché public étranger, comme je disais, c'est vraiment, ça c'est un truc qui est super intéressant. Habituellement, chacun des pays ont des sites web. J'ai marqué, là, il y en a deux pour le Japon, où les appels d'offres peuvent être consultés. Donc, vous, en tant qu'entreprise canadienne, vous pouvez appliquer sur les appels d'offres au même titre qu'une entreprise japonaise à cause du PTP-GP, ce qui est aussi vrai, par contre, pour les entreprises australiennes, par exemple, qui peuvent appliquer pour les appels d'offres, tout comme une entreprise japonaise. Donc, c'est vraiment pour avoir une meilleure transparence, non-discrimination et impartialité dans les marchés publics. Donc,
c'est vraiment, après ça, vous avez la même chance qu'un Japonais, donc c'est le meilleur qui gagne. Et il y a des processus de règlement des différends aussi qui sont en place grâce aux accords de libre-échange pour, si les pays ne sont pas d'accord avec une décision ou s'il y a certains conflits relativement à l'application de l'accord de libre-échange, il y a des mécanismes juridiques qui sont mis en place dans les accords de libre-échange. Donc, on peut changer. Différentes ressources que je vous conseille. Donc, évidemment, le site web et les ressources sont cliquables. Donc, quand Florent va vous partager la présentation, vous aurez accès à ces différentes ressources-là. Donc, évidemment, le site web du PTPGP qui inclut aussi des vidéos explicatives sur comment vous pouvez en bénéficier. Sur le site web aussi d'Affaires mondiales Canada, dans le fond, il y a l'information sur le PTPGP et l'information sur tous les autres accords de libre-échange. L'important, c'est vraiment les annexes dans les accords de libre-échange. C'est là que l'information que vous pouvez appliquer est disponible. Le site web de l'Agence de services frontaliers du Canada aussi qui peut avoir de l'information. Et InfoTarif qui est vraiment votre meilleur ami pour déterminer votre code HS selon les pays et pour savoir quel est, dans le fond, votre avantage compétitif en sachant c'est quoi votre droit de douane et en sachant c'est quoi le droit de douane qui est appliqué, ce qu'on appelle la nation la plus favorisée, donc aux pays membres de l'OMC, et voir à ce moment-là, c'est quoi votre différence de prix que vous pouvez jouer avec un compétiteur américain, par exemple, qui lui ne fait pas partie du PTPGP, puis qui, si lui est taxé à 10 de frais de douane à l'importation, là, vous avez un gros avantage compétitif de 10 sur votre prix potentiellement. Donc, allez voir ce site-là. Florent, je pense que j'ai fait ça de façon très rapide. C'était absolument parfait, Audrey. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Et comme le mentionnait Audrey, on va vous partager la présentation. Là, n'hésitez pas à consulter les ressources. J'imagine qu'il y aura une quantité d'informations intéressantes pour vous, là, si vous êtes intéressé par profiter du PTPGP. On aurait le temps peut-être pour une question. Donc, si vous voulez, dans le chat ou si vous voulez lever la main pour poser une question directement à Audrey. Sinon, Chénier, je ne sais pas si tu es toujours là, mais on avait une question de la partie précédente de Benoît Dufresne qui nous demandait qu'en est-il du secteur de la défense et sécurité, cybersécurité incluse, donc sur le marché japonais. Peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus. Dans le secteur de la défense, ça dépend de quoi on parle. C'est toujours un peu plus compliqué. Il y a toujours plus de barrières, peu importe le pays, quand on veut vendre aux militaires. Par contre, dans le côté aérospatial, le Japon avait un gros projet pour un retour de son aviation civile qui n'ira pas de l'avant, le SpaceJet. Et j'ai l'impression que les efforts japonais vont plutôt se retourner vers ce qui est militaire ou sur la prochaine étape de l'aérospatial. C'est certain qu'il va y avoir des opportunités pour nos fabricants comme Pratt & Whitney ou comme Bell Helicopter. Puis ça fait partie des succès qu'on a eu à la délégation l'année dernière d'aider aux discussions entre le Japon et Bell Helicopter. Pour ce qui est de la cybersécurité, ça fait partie des choses qui intéressent les Japonais. Encore là, il y a une ouverture, puis même pour des jeunes sociétés. Une société qui n'a jamais rien vendu, non, mais pour un produit qui commence à faire ses preuves au Canada, aux États-Unis, de la prochaine étape de venir frapper à la porte du Japon, ça se fait. Même si on ne connaît pas la langue, il y a des trading houses, des maisons de commerce dont c'est le travail de travailler avec des jeunes sociétés étrangères pour adapter leurs produits puis même les aider à le vendre sur le marché japonais. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui travaillent dans ce secteur-là, n'hésitez pas à nous contacter, à nous montrer ce que vous avez, nous montrer un peu ce que vous avez comme historique jusqu'à maintenant, puis on pourra parler stratégie ensemble. Parfait, merci beaucoup Chénier, merci beaucoup encore à Audrey. Donc on passera à notre portion témoignage d'entreprise avec Olivier Hayes, donc qui va nous parler de l'expérience de développement de marché de Citadel, donc une belle entreprise du secteur de l'érable et du miel. Donc Olivier, c'est à vous. Je voudrais profiter en fait de l'occasion pour remercier le programme Corex, tous ses partenaires pour le temps et l'opportunité en fait de pouvoir faire la présentation. Je vais vous présenter, je vais vous projeter la présentation.
pas très long. J'imagine que vous voyez bien la présentation. Oui, parfaitement. Parfait. Donc, je vais démarrer. Donc, zoom sur le Japon. Donc, encore une fois, merci pour l'opportunité. Donc, l'objectif un peu de la présentation aujourd'hui, c'est, je vais présenter brièvement là, qui nous sommes, notre mission, la présentation de Citadel, donc un peu l'historique et tout, avec un focus là, sur Citadel au Japon, donc un peu qu'est-ce qu'on fait là-bas de façon générale, l'historique. Et je vais finaliser un peu la présentation avec moi personnellement ou de façon générale, comment je vois le Japon au niveau développement des affaires puis relations d'affaires là-bas. Là. Donc, je vais essayer de partager le plus possible d'informations. Il y a peut-être certaines informations qui vont se recouper avec ce que M. Lassalle mentionnait en début de présentation, mais je vais essayer de focuser sur des choses différentes un petit peu. Là. Donc, notre mission, comme on le parlait en début de présentation, nous, on est une coopérative canadienne basée au Québec. On transforme et commercialise à l'échelle mondiale des produits de l'érable, du miel et de la canneberge. Donc, de la canneberge séchée et de toute première qualité. Donc, c'est vraiment notre mission de l'entreprise. En un coup d'œil, en fait, on est une coopérative, on est propriété de 1500 membres. On a été fondé en 1925, donc on est tout près de 100 ans. Bientôt 100 ans en 2025. 250 employés, 4 usines, 3 au Québec, une au Nouveau-Brunswick. On exporte dans plusieurs pays, donc 45 au total. On couvre plusieurs secteurs, en fait, autant de la vente au détail que de la transformation alimentaire par service à la restauration, donc hôtelier et tout. 3 catégories de produits, puis on a une capacité là, qui est quand même assez importante de croissance. Autre chose, c'est on a été nommé récipiendaire du prix d'entreprise d'exportation en 2011 et 2018 aussi au niveau du CIAL Canada, qui est une exposition au niveau alimentaire canadienne puis internationale également. Là. On était récipiendaire aussi au niveau des médailles au niveau du sirop d'érable. On a certaines certifications d'alimentaire qui sont requises en fait pour l'exportation au Japon, que ce soit FSSC 22000 ou BRC. Donc, c'est des certifications qui sont au niveau ISO 22000, GFSI. CITIPAT, c'est plus américain. Donc, JAS, qui est une certification japonaise au niveau biologique. Donc, si on veut exporter, c'est pour ceux qui sont dans l'alimentaire, ceux qui veulent exporter au Japon, doivent soit avoir un importateur qui est certifié JAS pour avoir une équivalence de notre certification canadienne biologique, ou vos installations doivent être certifiées JAS organique si votre importateur n'est pas certifié JAS. Au Japon. Donc, il faut vraiment avoir une équivalence à ce niveau-là. Donc, l'équivalence se fait avec le COSAR dans notre cas. Donc, un peu d'histoire par rapport au Japon. On est le pionnier de l'exportation du sirop d'érable au Japon. Donc, on a 45 ans d'histoire. Nos deux principaux partenaires, je pense qu'on a 35 ans et 45 ans d'histoire avec eux. Donc, une très longue histoire à ce niveau-là. Même, je donne toujours l'anecdote, à l'usine de Plessisville, on a un érable qui a été planté en l'honneur d'un de nos partenaires, le fondateur, en fait, d'une des deux compagnies japonaises. Puis l'érable aujourd'hui est rendu très grand. Là, donc, ça fait quand même une belle anecdote à compter. On exporte différents formats, comme je vous disais tout à l'heure, de petits formats jusqu'à des formats plus commerciaux, si on veut, donc 189 à 17,1 litres. On travaille avec plusieurs partenaires importateurs et distributeurs au Japon dans l'érable. Donc, de la façon que ça fonctionne, souvent, je vais le détailler un petit peu plus loin, c'est qu'on travaille souvent avec des importateurs qui, des fois, peuvent être intégrés verticalement, c'est-à-dire avec importateurs détaillants ou importateurs distributeurs détaillants. Donc, ça dépend des structures selon les distributeurs. Mais la structure, elle est présente là-bas hein, de façon quand même assez importante. Je vais le détailler un petit peu plus tard aussi. Dans le secteur du miel, en fait, on est présent depuis un petit peu moins longtemps, 15 ans. La raison, c'est que
Stella, en fait, a racheté les Ruchers Promiel, qui est une autre entreprise canadienne, québécoise. C'est une entreprise qui était familiale, donc qui appartenait à mon père, qui a été rachetée en 2017 par la coopérative. Nous, on était présents depuis une quinzaine d'années sur le marché japonais. Donc, on travaille encore là avec plusieurs importateurs, distributeurs, détaillants intégrés au Japon. Une des distinctions par rapport à l'érable, autant au niveau de l'érable que du miel, on travaille principalement avec nos propres marques. Donc, on a développé nos propres marques au Japon. On travaille aussi certaines marques privées, mais principalement nos propres marques. Puis dans le miel, on a vraiment développé une approche particulière parce que le détaillant avec qui on travaille, c'est un importateur intégré, c'est-à-dire que c'est un importateur qui est également distributeur et détaillant. Donc, une société sœur dans cette compagnie-là qui est un détaillant. Donc, ça fait une approche beaucoup plus simplifiée pour ce qui est du marché. Donc, on a on fait du B2B puis du B2C avec eux. Là, donc, du customer jusqu'à faire du customer avec marketing avec les clients finaux. Donc, présence marketing importante, on les visite. Pendant plusieurs années, on fait, puis même encore cette année, au Foodex, qui est la foire alimentaire qui a eu lieu il y a 2 semaines, j'y étais là, au Japon. On passe du temps avec eux dans leur kiosque, on parle à leurs clients qui sont des détaillants. Donc, on a vraiment un partenaire d'importance là-bas. On fait aussi également, un autre fait important, c'est on essaie toujours de distinguer, puis on fait avant pandémie, là, on va le refaire en 2024, mais on fait avec eux des concours de vente, c'est-à-dire c'est un outil promotionnel qu'on a développé avec eux au fil des années, puis eux, ils viennent avec les gagnants, en fait, de ce concours-là. Normalement, on reçoit de 7 à 8 personnes. Moi, je me transforme en guide touristique pour une semaine complète avec eux. Donc, ils viennent ici, ils visitent nos installations, ils visitent les attraits principalement de la ville de Québec, puis des alentours. Donc, c'est vraiment une façon de connecter, puis de bien établir, puis de bien comprendre leur réalité, puis qu'ils comprennent bien aussi notre réalité au Canada. Donc, je vais passer rapidement sur certains points. Je pense que Signy est quand même bien couvert. Là, population décroissance, actuellement, c'est autour de 125. Je pense que ça me mentionne un petit peu plus. Là. Actuellement, le yen japonais est quand même assez faible versus d'autres devises. Donc, il y a des inflations récurrentes, quoique actuellement, selon les informations que j'ai, l'inflation est beaucoup moindre que ce que nous, on peut vivre, mais le fait que le yen est faible, donc ça affecte un petit peu leur économie. Au niveau alimentaire, c'est le 5e plus gros importateur d'aliments dans le monde, 3e économie également dans le monde. Tantôt, je le mentionnais tout à l'heure par rapport à la structure de distribution. Ça, c'est des données qui avaient été fournies là, par le gouvernement canadien, mais c'est aussi validé. Là, moi, je l'ai validé souvent avec nos partenaires. Donc, il y a principalement 3 niveaux. L'importateur qui prend une marge d'environ 25 là, qui inclut les taxes, tarifs divers, transport et assurance. On a le distributeur et grossiste qui, lui, s'occupe de la distribution aux détaillants, donc il y a une marge de 15 Puis on a le détaillant. Donc, une structure quand même assez lourde. C'est sûr que c'est en évolution. On le constate, nous, dans le marché principalement de l'érable. C'est un marché qui est quand même très mature, beaucoup de compétition. Certains joueurs ou certains détaillants, vu leur volume d'affaires, veulent court-circuiter un petit peu ce circuit-là. Donc, il faut quand même être assez, on va se le dire, précautionneux par rapport à ça, parce que c'est long à établir une relation d'affaires au Japon, mais c'est durable. Donc, on veut bien travailler avec nos partenaires et respecter nos partenaires par rapport à ça. Donc, il y a vraiment des occasions d'affaires sur ça, mais il faut rester précautionneux selon moi. Donc, ce que je disais d'emblée, un petit peu des points que je voulais mettre de l'accent sur le Japon, c'est un marché très compétitif. Beaucoup de pays veulent exporter au Japon dans l'alimentaire. Ça, on le voit beaucoup. Là, beaucoup de pays dans le monde. C'est sûr qu'au niveau de l'érable, on est
vu qu'on produit 70% de l'érable, du sirop d'érable dans le monde, on a un petit peu une particularité, mais il y a quand même beaucoup d'exportateurs québécois qui sont présents là-bas. Là. Un autre point, c'est important d'avoir une présence, soit via une visite des expositions, soit par une présence à une foire. Chénier, M. Chénier en a mentionné tout à l'heure quelques-unes. Donc, c'est important d'avoir une présence. Aussi des visites, c'est-à-dire de visiter les personnes. Là, c'est un peu plus ouvert depuis la fin de l'année dernière là, au niveau des visites. Donc, c'est important de maintenir des liens d'affaires qui sont quand même forts et non toujours fonctionner à distance. On l'a vécu les 3 dernières années. Le retour a été très apprécié en fait des deux côtés lorsqu'on les a visités là, au dernier Foodex, donc l'occasion de se revoir. Autre chose, qualité des produits puis des emballages, en tout cas particulièrement au niveau alimentaire, mais même au niveau des autres secteurs là, qui sont importants. C'est très important là-bas. Là, donc, si vous allez visiter, vous allez constater un petit peu qu'il y a vraiment une différence culturelle par rapport à ça. Donc, c'est important tous les détails sont importants, les étiquettes, le produit, la qualité du produit, les emballages et tout. Là, donc, ça, c'est majeur. Puis aussi, il faut prévoir, en fait, nous, au niveau alimentaire, bien, souvent, les importateurs réinspectent les emballages, donc réinspectent de façon unitaire. Donc, il y a des frais associés à ça, puis souvent, il y a des frais qu'il faut se renseigner, en fait, si vous développez des nouveaux partenaires ou si vous êtes déjà présent, mais vous voulez développer de nouveaux partenaires. Il faut se renseigner un peu sur ça avec nos partenaires importateurs pour être certain de couvrir nos frais d'inspection parce que ça peut être quand même assez élevé, les frais d'inspection pour ce qui est des produits. Patience, donc des relations parfois longues à établir, mais c'est selon moi durable. Lorsqu'on a un respect réciproque, c'est durable. Puis on se fait des amis aussi de façon. Soit on va se faire des amis là-bas. Autre chose, le point important, carte d'affaires, ici, c'est moins important, mais là-bas, c'est très important, là, la présentation des cartes d'affaires. Donc, pour savoir à qui on parle, le poste, à qui on parle, qui est le partenaire. Donc, ça, c'est très important. Les cadeaux lors de rencontres, c'est apprécié. Donc, les cadeaux qui sont d'ici qui nous représentent, ça peut pas besoin d'être très, très compliqué. Ça peut être des fois des petits cadeaux alimentaires, des choses comme ça qui représentent le Québec. Autre chose, soit pour développer et enrichir les relations, je pense que faut, par expérience, il faut essayer de pas juste maintenir ça d'un niveau affaires. Je pense que ça enrichit autant les relations personnelles que les relations d'affaires d'avoir, on dirait, une coche de plus, c'est-à-dire d'apprendre à connaître les personnes, d'apprendre à connaître qui ils sont. Puis c'est des personnes qui, au départ, peuvent paraître très solennelles, mais au final, sont très, très chaleureuses. Là. Donc, fait que c'est pas mal ça. Ça, c'est quelques-unes des marques de commerce qu'on exploite, qu'on vend en partie au Japon. Et ça conclut pour moi. Merci beaucoup, Olivier. C'était une très belle présentation là, qui complète parfaitement, je pense, la présentation de Chénier et puis les opportunités qui avaient été mises en avant par Audrey à travers l'accord de libre-échange. On pourrait peut-être prendre une petite question pour Olivier, sinon vous en avez dans le public. Sinon, merci infiniment, Olivier, puis bonne continuation de vos démarches au Japon. Parfait, Maintenant, merci. je laisserai la place donc, à notre quatrième et dernière portion. Donc, on espère que ces présentations vous ont donné envie d'explorer ces marchés. Et vous le savez, au Québec, on a la chance d'avoir un écosystème de soutien fort et important. Donc, j'inviterai Daniel Dignard d'Investissement Québec International, Nadine Brassard de Commerce International au Québec et Audrey Strel d'Affaires mondiales Canada, pour chacun nous expliquer en environ 4 minutes un peu ce qu'ils peuvent offrir aux entreprises intéressées par un accompagnement sur ces marchés. Je vous invite également à consulter notre guide de soutien, des organismes de soutien, pardon, je me mélange, notre guide pour les organismes de soutien aux exportations. Donc, on va vous le mettre dans le chat. Mais avant ça, je laisserai la place à Nadine Brassard pour nous dire ce que proposent les ORPEX pour les entreprises d'ici.
Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup aussi pour cette invitation-là. C'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir venir présenter qu'est-ce que c'est les ORPEX. Donc, d'avoir l'opportunité de vous dire qu'est-ce que Commerce International peut faire via son réseau pour pouvoir aider les entreprises à maximiser leurs retombées sur les différents marchés d'exportation, notamment là, sur le marché dont on parle aujourd'hui, le Japon. Qu'est-ce que c'est d'abord Commerce International Québec? Là, ben, c'est le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations, qu'on appelle dans notre jargon les ORPEX. On a déjà été mentionné en début par Florent. Là, donc, les ORPEX, ben, c'est un réseau qui regroupe 20 organismes qui sont répartis partout à travers le Québec. On a plus de 65 experts là, qui peuvent aider les entreprises dans la préparation de leur démarche d'exportation, et ça là, dans chacune des régions du Québec, donc un service de proximité si jamais vous avez des questions en lien avec l'exportation. Peu importe où vous êtes localisé au Québec, ben c'est sûr qu'il y a un ORPEX là, qui est près de vous. Si jamais vous vous demandez c'est qui l'ORPEX de votre territoire qui couvre votre région, ben vous avez seulement qu'à aller sur le site de ciquebec.ca et avec votre code postal, ben vous allez facilement pouvoir retrouver l'organisation de votre territoire. Qu'est-ce qui pourrait vous amener à travailler avec un ORPEX? Ben, si jamais vous souhaitez démarcher un territoire hors Québec, vous ne savez pas du tout par où commencer, ou que vous voulez élaborer un plan d'action, être mieux préparé pour réussir votre commercialisation, on peut aussi venir vous aider à ce niveau-là, revoir votre stratégie. Si jamais vous voulez avoir accès aux différents programmes d'aide qui existent à l'exportation, on peut aussi vous aider dans la préparation de votre demande, vous challenger là-dessus, évaluer les risques d'un marché potentiel. On est vraiment là présent pour vous accompagner à chacune de ces étapes-là, notamment dans votre préparation pour que vous soyez mieux justement préparé. Que vous soyez une entreprise manufacturière, agroalimentaire ou de services à valeur ajoutée, peu importe votre niveau aussi de maturité ou de préparation, bien, en fonction d'où vous êtes rendu, on va pouvoir vous aider soit directement ou pouvoir vous référer vers les différents acteurs, là, notamment mes collègues là, qui sont présents autour, pas de la table, mais autour de l'écran aujourd'hui. Ce qu'on peut faire plus concrètement là, pour vous aider, on fait des plans d'exportation, de l'accompagnement pour maximiser vos retombées de vos missions commerciales. On peut travailler aussi sur votre proposition de valeur, vos avantages concurrentiels, votre pitch de vente en fonction des interlocuteurs et de vos objectifs, et bien plus encore. Là. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez un besoin qui touche les marchés hors Québec, bien, contactez l'ORPEX de votre territoire en fonction de qu'est-ce que vous voulez. Bien, il va vous aider ou vous référer vers les bonnes personnes qui pourront vous aider. Dans le fond, nos conseillers sont disponibles pour pouvoir vous poser les bonnes questions puis vous challenger afin d'élaborer une stratégie claire et crédible qui va tenir la route dans votre stratégie. Je me répète dernière fois, si jamais vous voulez savoir c'est qui l'organisation qui peut vous aider sur votre territoire, le ciquebec.ca, mais si je ne me trompe pas, Florent va vous envoyer toutes ces informations-là. Donc, merci beaucoup. Exact, Nadine, on enverra le lien vers le site dans le courriel de remerciement. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai Daniel Dignard d'Investissement Québec International à nous en dire un peu plus sur ce que peut proposer IQ. Daniel, vous êtes en sourdine, on ne vous entend pas. On a beau faire des vidéos à la journée longue, ça nous arrive encore. J'espère que vous m'entendez bien. Daniel Dignard, oui. Je pense que tout le monde me connaît finalement. C'est ça le propre l'avantage d'être plus âgé. J'ai travaillé pendant de très nombreuses années à l'international, notamment chez Investissement Québec et à peu près une dizaine d'années à l'étranger, au Japon, en Asie, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, en Russie. Vous connaissez aussi très bien Investissement Québec. Je ne vais pas faire une longue présentation là. On a de nombreuses unités d'affaires, mais c'est certainement un acteur qui est incontournable aujourd'hui en ce qui concerne l'exportation et l'internationalisation des entreprises québécoises. On utilise de moins en moins le mot export et de plus en plus internationalisation qui englobe plusieurs facettes du travail de nos entreprises à l'étranger. Je vous parle aujourd'hui d'une l'équipe Asie, 9 personnes. En fait, c'est un peu plus, mais je dis 9 parce que ça représente 9 secteurs. Nous avons, chez Investissement Québec, cartographié le monde autour de 9 grands secteurs
les technologies numériques, l'industrie culturelle, construction, technologie environnementale, aéronautique, transport. En fait, 9 secteurs au total. Et nous avons un expert dans l'équipe Asie pour chacun de ces secteurs-là. Donc, c'est là-dessus qu'est basée notre expertise. Évidemment, on travaille très étroitement avec les bureaux Québec à l'étranger et, je dirais, notamment la Délégation générale du Québec qui existe depuis toujours, certainement au moins 35 ans, là, avec le délégué général du Québec à Tokyo, Chigné Lassalle. Et je ne sais pas si vous connaissez le directeur de l'équipe économique, une équipe de cette c'est Mathieu Dumont, le directeur, puis la délégation existe depuis 50 ans. On fait hey, notre 50 ans. 50e cette année. Hey, merci de la correction. Alors oui, on travaille avec l'équipe depuis longtemps. Et en fait, je commencerai par dire, ça serait, sans vouloir répéter tout ce qui a été dit ce matin, là, je voudrais peut-être revenir sur 2, 3 éléments qui sont plus au cœur de ce que fait Investissement Québec. D'abord, la validation et la préparation. Pour tous les marchés en Asie, évidemment, il y a plein d'opportunités. Le Japon en a lui-même fait partie du top 5 ou du top 6 des marchés du Québec. Mais c'est quand même un marché qui a des vies. C'est un marché qui est très exigeant. On dit high-tech, high-end. C'est un marché, on en a parlé, qui a une culture et une culture d'affaires assez hermétique. La barrière de langue est quand même majeure. Donc, c'est très codifié. Il faut se préparer. Il faut avoir un plan. Investissement Québec est une organisation qui travaille avec des entreprises de plus en plus de moyenne et de grande taille. Ils ont à la fois l'expertise et les ressources pour mener à bien des projets sur l'ensemble de ces marchés-là. Puis je dirais en particulier pour des marchés qui sont peut-être qui offrent encore plus d'opportunités comme le Japon. Donc, bien se préparer. Nous, on offre un service clé en main, c'est-à-dire un service d'accompagnement. On identifie partenaires et clients, on contacte et on organise ces rencontres-là. Évidemment, toujours avec les bureaux du Québec à l'étranger. Pour être très honnête, on passe notre vie dans des rencontres en triangle, c'est-à-dire quelqu'un d'Investissement Québec, une entreprise et des bureaux. Évidemment, les technologies nous aident beaucoup. Là. Merci Teams, merci Zoom. Ce qu'on fait d'autre aussi, on fait beaucoup de lobby gouvernemental. On aide au cadre réglementaire qui est quand même exigeant dans plusieurs marchés. On est ce qu'on appelle des troubleshooters aussi, là. C'est-à-dire des gens qui peuvent réagir rapidement dans des situations de crise de toutes sortes pour nos entreprises. On aide à l'implantation. Je pense pas que de plus en plus, avec nos programmes d'aide financière aussi, vous savez qu'Investissement Québec est aussi une banque. On offre des produits, surtout des garanties de prêt là, pour des entreprises qui sont plus ambitieuses sur ces marchés. Mais évidemment, les implantations, c'est pas pour tous les marchés. En Asie, on a beaucoup d'implantations en Chine, en Inde, mais au Japon, c'est peut-être un peu moins fréquent. Ça existe, mais c'est un peu moins fréquent. Simplement parce que le modèle d'affaires s'y prête moins. On pourra en débattre très longtemps, mais quand même, il y a beaucoup de choses à faire au Japon autrement. Peut-être aussi mentionner qu'on travaille, vous savez, les entreprises nous voient, les plusieurs organismes sont en compétition. Pas vraiment. Hein. On travaille tous en collaboration, je dirais en particulier pour nous, concerne avec les équipes des délégués commerciaux du Canada à l'étranger. Dépendamment des expertises, dépendamment des dossiers, on s'assure de pouvoir miser sur ce partage d'informations avec nos collègues, on appelle des collègues, mais on les appelle nos amis dans les autres organisations, dont les délégués commerciaux, mais évidemment, les ORPEX aussi, on en parle moins, là, mais c'est quand même aussi des gens qui sont très importants, et notamment au niveau de la préparation et de la validation des marchés
pour notre clientèle. Je m'arrête ici seulement, je voudrais seulement vous garder en tête l'importance de la préparation sur ces marchés-là. Là. On peut aller très loin, on peut aller très vite, on peut aller très loin lorsqu'on se prépare comme ça. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Daniel. Fini, je vois que ta caméra allumée. Est-ce que tu voulais ajouter un petit élément pour la délégation? Non, je n'ai rien à rajouter. Parfait, excellent. Merci. Merci beaucoup. Donc, je laisserai maintenant la place à Audrey pour conclure ce tour, ce tour de piste des organismes. Oui, merci Florent. Bon, donc, le Service des délégués commerciaux du Canada, nous, on appuie les entreprises canadiennes dans leurs projets à l'exportation. Donc, les bureaux régionaux au Canada, dont celui à Montréal et à Québec, dans lequel Chénier a brièvement travaillé. On travaille conjointement, dans le fond, avec nos collègues dans les bureaux à l'étranger. Il y en a plus de 150 à l'étranger des bureaux du Service des délégués commerciaux du Canada. Puis, on offre différents services aux entreprises canadiennes dans leurs projets à l'exportation, que ce soit la préparation de marché, de l'information spécifique sur les marchés qui veulent aller ou encore la possibilité d'avoir des contacts qualifiés, donc des acheteurs, des distributeurs, des agents locaux, dépendamment des marchés puis de la stratégie de pénétration de marché. Au Japon, on a 5 bureaux. On a l'ambassade à Tokyo, on a un consulat à Nagoya et on a 3 autres bureaux commerciaux dans lesquels il y a des délégués commerciaux dont on a une très, très grande couverture. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Chacun a des domaines d'expertise, dépendamment des secteurs. Florent va vous indiquer comment prendre contact avec nous si jamais vous ne travaillez toujours pas avec un délégué commercial. Sinon, on a notre programme financier qui s'appelle CanExport, un programme de subvention. Il est présentement réouvert. On accepte les demandes de financement pour les projets qui commencent à partir le 1er avril. Donc, ça se rapproche. N'hésitez pas à appliquer habituellement à l'automne. Il ferme parce qu'il n'y a plus de fonds. Donc, mon conseil, c'est appliquer vite et préparer votre stratégie en conséquence. Et c'est ça, je pense que j'ai fait le tour à part de dire qu'on travaille vraiment avec les entreprises qui sont prêtes à l'exportation. Et par là, je veux dire qui ont un plan d'affaires à l'exportation et qui ont les ressources humaines et financières disponibles pour le mettre en œuvre. Donc, on vient un peu après l'étape de l'ORPEX, vraiment, quand vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Et nous, on vient vous aider à le mettre en place. Merci beaucoup, Audrey. Merci encore, Chénier, Daniel, Nadine et Olivier. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Puis je pense que ça aura donné quelques idées aux auditeurs sur la ligne. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes de votre présence. On va vous envoyer un petit courriel avec les ressources utiles présentées aujourd'hui et puis pour aller plus loin dans vos démarches. Semaine prochaine, on fera notre ultime arrêt au Maghreb. Et pour ceux qui ont du réseautage éclair, vous avez normalement toutes les informations disponibles. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.